أحب أبتدي بالسيد كريم. هو رئيس لجمعية أتيك، هي جمعية الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر التونسية الوحيدة على الحد العلمي، وكذلك هو يرأس بيات برايفت ايكويتي، هي شركة استثمار مباشر مملوكة لبنك بيات اللي انتوا عارفينه أكتر مني. فلو كريم يطفي لنا بعض الضوء، وانا عاوز ميكروفون تاني لو ممكن. Merci Oussama. Alors, je voudrais rebondir un petit peu, donc donner quelques statistiques du métier, 3 ou 4 chiffres qui, à mon sens, qui sont pertinents, et rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Céline Bachbawet par rapport aux entraves. En fait, un peu plus que ça, donc je vais aborder juste les entraves, à mon sens, au développement du marché du capital risque et du capital investissement en général en Tunisie. Donc, en ce qui concerne les chiffres, il faudrait savoir juste que le niveau en fait, des investissements qui ont été réalisés par les sociétés de capital risque et de capital. Donc, en Tunisie, au titre de l'année 2012, s'élève à 109 millions de dinars. En 2011, ce chiffre était à 150 millions de dinars. Après, en 2010, il était à 200 millions de dinars. Donc, il y a un train négatif qui s'explique en partie par le climat économique par lequel passe le pays. Il faut savoir aussi que 70% de son montant est alloué à l'industrie, que 85% de ce montant est fait dans des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, vous le focus un petit peu sur les petites et moyennes entreprises. À peu près 30% de ce montant, il est alloué au stade de la création et 70% au stade de développement. Donc, en ce qui concerne les entraves un peu au développement du métier, donc je partage tout à fait l'avis de Céline. Donc, c'est un entrave d'ordre réglementaire dans un premier temps. Donc, le champ d'intervention, en fait, c'est un champ assez réduit, surtout pour le cadre dédié. Malheureusement, malgré les avancées qui ont été faites en 2011 avec l'introduction du cadre libre du capital investissement, le nouveau code d'investissement qui logiquement devrait sortir bientôt mettrait fin à cette brèche d'espoir que nous a fait vivre cet amendement législatif en 2012. Pire encore, il y aura même une remise en cause du premier cadre du capital investissement qui prévalait avant 2011. Donc on se pose des questions, est-ce que réellement c'est le moment pour changer un petit peu, donc mettre un nouveau cadre qui, à mon sens, risquerait donc de nuire à la situation de l'investissement, à court terme du moins, et qui ferait fuir un petit peu les investisseurs du stade de la création pour les placer un peu sur le stade de développement, alors que réellement le pays a besoin également donc, de ce stade de création. Alors, il y a aussi un autre point que Céline n'a pas mentionné, donc en fait c'est toute la législation focalise sur l'investissement physique. Donc pour le législateur, un investissement, il doit y avoir en fait un hard asset, donc un investissement dans des usines, dans des chaînes de production, et il marginalise l'investissement financier, c'est-à-dire une augmentation de capital par exemple qui est faite dans une entreprise pour la redresser financièrement et pour financer son cycle d'exploitation. Le législateur ne permet pas au capital risqueur de la financer. Donc, à mon sens, ça c'est une aberration que logiquement le législateur devrait redresser. Il y a aussi l'absence de couverture de toute la chaîne de financement de l'entreprise. Donc, la chaîne de financement, elle commence de l'amorçage, du pré-amorçage, du stade de l'idée, de la start-up, donc d'un entrepreneur qui a une idée et qui cherche à la financer, qui va un petit peu jusqu'à la création d'entreprise, au développement, à la maturité, donc c'est la transmission en quelque sorte de l'entreprise, et à l'entreprise en difficulté, donc on recherche le redressement financier pour la relancer sur un autre cycle de croissance. Donc, malheureusement, la législation fait un focus sur le stade capital risque, capital développement. Elle néglige les deux bouts de la chaîne de financement, c'est-à-dire qu'elle néglige le financement de l'entreprise, donc en amorçant
l'amorçage de l'entreprise innovante, en quelque sorte. Elle néglige également le financement de l'entreprise en détresse financière. Donc, ceci ne fait que créer des goulots d'étranglement et, en fait, induire aussi un tarissement au niveau du deal flow des SICAR qui se place à un stade un peu plus loin, qui est le stade de la création et le stade de développement. Donc, j'enchaîne aussi avec une entrave également donc, au développement du métier, qui est donc un deal flow qui n'est pas donc, de qualité, qui n'est pas très important. Il faut savoir que la base du métier, elle est basée sur la sélectivité, c'est-à-dire sur 10 projets qui sont financés, qui sont proposés au financement, qui cherchent un financement. Il y a à peu près 1 ou 2 projets qui sont financés par les sociétés d'investissement à capital risque. Donc, pour augmenter le nombre de projets financés en aval, il faut nécessairement que le flux en amont soit suffisamment fourni. Il y a aussi, donc, je citerai aussi certaines réticences des entrepreneurs à ouvrir le capital social, donc, vers les sociétés de capital investissement. C'est une mauvaise compréhension aussi de l'approche du capital risqueur, donc il y a aussi une montée de visibilité du métier à réaliser. Il y a donc la facilité aussi relative qui est un petit peu remise en cause ces jours-ci de l'accès au crédit bancaire qui a fait que les entrepreneurs optaient pour la source de financement la moins chère et qui engendre le moins de dilution de leur participation. Et il y a donc le dernier point, à mon avis, c'est le problème de la sortie. Donc il y a un problème très important, parce qu'il faut savoir qu'un capital risqueur, en fait, c'est un prestataire de service. Il gère des fonds pour le compte de souscripteurs ou pour le compte d'actionnaires. Donc, il s'engage sur un niveau de rendement, il s'engage à rendre des fonds à partir de 5 ans de la date de la libération. Il y a un cycle d'investissement de 5 ans, il y a un cycle de désinvestissement de 5 ans. Donc, avant d'entrer dans un projet, nous, capital risqueur, on cherche un petit peu à étudier les possibilités de sortie sur ce projet-là. Est-ce qu'éventuellement, il y a une possibilité de sortie pour le capital investisseur? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on discute au niveau du parc actionnaire avec les entreprises financières. On voit un petit peu quelles sont les meilleures possibilités de sortie. Donc, pour essayer d'encourager un peu les investissements du capital risqueur, il faudrait une porte de sortie qui est aussi, qui pourrait être dans le marché financier, la sortie sur la bourse, donc dans le cadre sur le marché alternatif par exemple, gagnerait un petit peu à être développé afin d'augmenter le niveau des investissements en amont. Je vous remercie. كريم، أشكرك شكر جزيل. حان الآن نستمع لوجهة نظر المستفيد، لأن احنا دايما بنتكلم من وجهة نظرنا احنا كمؤسسات مالية. يمكن خير مثال على ذلك آية أسيف، المؤسس ورئيس والعضو المنتدب لإيكوبوا، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخشب المضغوط، حصلت على جائزة سيدة الأعمال الأولى في الوطن العربي، ولديها اهتمام خاص من خلال جمعية الحضارة والطبيعة بالبيئة من خلال الخشب المضغوط المعالج الريسايكل بتوضح ده. يمكن كمان أنا حبيت إن آية تتكلم بعد كريم، لأن جزء من المال الذي استطاعت به إنها تبني حلمها أو مشروعها هو جاي من بيدك. فادينا إزاي خدت الفلوس، إيه المحاذير، إيه العواقب، إيه وجهة نظر المستفيد، إحنا بنعمل إيه غلط، إيه مشكلة الكوميونيكيشن اللي بين قطاع الأعمال وقطاع الاستثمار المباشر. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cet événement, aussi pour les efforts formidables que vous avez accomplis. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer les journées de l'entreprise. Ravi aussi de voir tellement de gens dans cette salle, c'est vraiment impressionnant. Je présente tout d'abord ASF, je suis président directeur général de la société Ecobois. Ecobois, c'est une première en Afrique, en monde arabe, c'est une start-up
spécialisée en production de palettes et autres produits en bois moulé, 100% recyclables, qui respectent parfaitement l'homme et la nature. En fait, c'est une innovation technologique au service de la logistique et de l'environnement. Pour moi, EcoBois est l'essence de challenge que j'ai couru afin de fonder un rêve, de rendre concret un rêve qui m'a fasciné, qui m'a donné envie incessant de creuser afin de fonder mon projet. C'était le fruit d'un long parcours, d'un long trajet laborieux de recherche, d'études, d'analyse, de recherche de financement, SICAR, des hauts et des bas, des obstacles administratifs financiers. Mais malgré toutes ces contraintes, j'ai aimé l'aventure, je me suis lancée. Je me suis dit pourquoi pas, c'est faisable, c'est possible, tout est possible. La seule devise est d'avoir de l'endurance, du courage, de la persévérance. La motivation ne doit pas nous manquer. Certes, ce sont les ingrédients qui nous permettent de faire face aux différents obstacles qui heurtent au développement des PME et surtout les PME innovantes. Commençons par dire qu'une grande partie n'ont pas les moyens de financer leur potentiel de créativité. Cette créativité est innée chez l'humain. Toutefois, il faut tout simplement l'extérioriser, la mettre en avant. Le problème, c'est que les moyens financiers peuvent être un obstacle qui entrave ce processus. Mais si l'on parvient à trouver des solutions de financement alternatives, ça sera vraiment un issue pour une économie hors norme, vu que la compétitivité d'une économie dépend essentiellement de sa capacité à innover. C'est pour cela que l'un des enjeux pour la Tunisie actuellement, vu le contexte, est de faciliter l'émergence puis le développement de ce tissu des entreprises innovantes. On n'a pas beaucoup de choix. Nous devrons être plus conscients et impliqués face à un environnement turbulent, là où l'entreprise n'a pas beaucoup de choix pour survivre que d'innover constamment. Alors, la question qui se pose, comment faire pour créer une entreprise à la fois forte et capable de concilier entre ces différents objectifs créatifs et financiers. Généralement, les PME ne peuvent pas survivre en autarcie. Le capital investissement ou private equity demeure indispensable, une source de financement privé indispensable et accessible à toutes les entreprises, à toute phase de développement. Si je prends le cas de EcoBois, en termes de financement, j'avais eu recours à une SICAR, un fonds d'investissement de renommée. C'était une alternative efficiente pour pouvoir boucler mon schéma d'investissement. À ce moment-là, le capital était 2,5 millions de dinars. Donc, ils ont manifesté, les deux SICAR, leur intérêt de financer, de participer en capital. Les 50% sont financés par d'autres banques, deux banques. À ce moment, maintenant nous sommes déjà achevé la première augmentation de capital, la deuxième est en cours avec nos partenaires, la SICAR Biat, en SICARIC et le PDG. Donc vous voyez donc qu'il s'agit d'un acteur majeur qui intervient à plusieurs phases du démarrage jusqu'au développement de l'entreprise. D'après Sikalim, malgré son rôle moteur dans l'économie, le private equity ou bien le capital investissement ou bien un nombre d'entrepreneurs hésitent à y faire parvenir, peut-être par méconnaissance de ces mécanismes ou peut-être par peur de perdre le gouvernail, le contrôle de leur activité. Ça reste une question culturelle. Certains veulent absolument être leur propre chef, leur propre patron. Ce qu'il faut dire aux entrepreneurs, il ne faut pas s'inquiéter, il faut tout simplement se lancer dans l'aventure. Avec des actionnaires qui peuvent d'aucune sorte tiennent le gouvernail, ils restent à quai mais surveillent le bon déroulement des différentes orientations stratégiques afin d'orienter le promoteur. C'est vrai qu'ils ont généralement une dizaine de dossiers, donc ils ne peuvent pas à la limite de gérer l'ensemble du portefeuille, mais ils sont là avec nous dans le conseil d'administration, dans les comités de pilotage, dans les organes de surveillance pour mieux encadrer notre vision et nos enthousiasmes. آية وبعد وجهة النظر قطاع المستفيد يمكن تونس كجزء من المنظومة العالمية
واهميه دورها، لازم نشوف طب جارنا الغني الشمالي الاتحاد الاوروبي بيفكر ازاي او وجهه نظره ايه، ومفيش طريقه افضل من انه بنك الاستثمار الاوروبي ممثلا في اولغيش بونوفا يقول لنا بنك الاستثمار الاوروبي بيبص على تونس ازاي، عاوز يشوف ايه المميزات، ايه العيوب. شكرا جزيلا. في المقام الأول أنا أريد أن أشكركم كلكم وخصوصا منظمين هذه المؤتمر بالدعوة. أنا اسمي أولريخ برونهوفر، أنا المنظم الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار هنا في تونس. بقى لي دلوقتي تقريبا 3 أشهر، معناته أنا لسه في فترة اكتشاف في هذا البلد المرحب. معناته أيضا إنه انتباعاتي جديدة، يعني ليست لها عمق وتعمق اللازم. ولو سمحتوا لي أنا سوف أغير اللغة وأنا أتكلم بالفرنساوي عشان لسه أتعود على لهجتكم التونسية. شكرا. La Banque européenne d'investissement, je vais faire 3 remarques, si vous me permettez. Premièrement, je vais partager avec vous ce que nous faisons ici en Tunisie. On est là depuis 1979. La Banque européenne d'investissement, la BEI, a signé de l'ordre de 4,6 milliards d'euros de prêts. Et lorsque vous regardez aujourd'hui notre portefeuille, quel est le secteur le plus important par 1,5 milliard d'euros? C'est le secteur de la mobilité. D'accord. Et tout de suite après, quel est le deuxième secteur soutenu par la BEI? C'est le secteur des PME. Donc, depuis في خلال 35 سنة دول nous avons soutenu, nous avons investi 1 milliard d'euros. Mais c'est sur quel outil? C'est à travers des banques, c'est à travers des produits bancaires. Et si vous me permettez, on a aussi signé à peu près 80 millions, donc un montant beaucoup plus faible selon les dernières années, dans ce qui est le private equity ici en Tunisie. Et voilà, la position de la BEI. Je souhaiterais bien faire 2 remarques de ce que j'ai entendu là aujourd'hui. Je suis arrivé et tout ce qui est soutien en BEI m'intéresse, me tient au cœur depuis un très long moment. Et je vois que d'un côté, il y a une activité assez développée dans tout ce qui est microfinance. Il y a des acteurs et des autres que nous soutenons depuis une dizaine d'années. De l'autre côté, il y a beaucoup d'activités bancaires que nous avons été engagés beaucoup. Il y a le missing middle. Et à mon avis, le missing middle, ce n'est pas uniquement une question de PME, c'est aussi le missing middle des instruments financiers. Et j'ai noté là tout à l'heure, on a parlé de la mezzanine. Donc c'est un des 2 points que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui. Si vous me permettez, une petite expérience que j'ai eue. Auparavant, j'étais le responsable pour le portefeuille de la BEI en Afrique du Sud. On a géré avec un intermédiaire 2 fonds mezzanine, purement mezzanine, de 2 fois 50 millions d'euros, avec des résultats remarquables, avec un impact au développement qui peut se montrer. On a créé au-delà de 6 000 emplois au fil de 8 ans, ce qui est respectable à mon avis. Et le produit mezzanine est un produit qui est beaucoup plus adapté aux besoins des PME. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il vous faut un cadre adapté à la réalité de l'entreprise et de l'économie. Et j'ai noté avec un peu de surpris que les 30% actuellement de vos réglementations ne sont pas vraiment utilisés. C'est très dommage parce que, après tout ce que j'ai vu avec les véhicules ailleurs, des prix d'honneur, des prêts participatifs, des obligations convertibles, vous dites, je crois, remboursables, des prefshares, des actions de préférence. Merci beaucoup. C'est vraiment, il faut avoir l'instrument adapté aux besoins du PME. Et si vous me permettez, encore, ça fait 3 mois que je suis là, c'est un domaine qui est sous-développé. Il faudrait certainement enlever la contrainte des 30% qui a été mentionnée tout à l'heure, pour que vous puissiez vraiment utiliser tous les outils qui sont à votre disponibilité. La mezzanine, elle a des avantages pour tous les acteurs dans le financement des PME. Pour l'actionnaire de la société émettrice,
C'est intéressant parce qu'elle est beaucoup plus dilutive du capital. Vous en avez parlé tout à l'heure, le peur, la culture de ne pas pouvoir, comment vous dites, laisser le pouvoir. Pour les banquiers de la société, la mezzanine est intéressante parce qu'elle n'est remboursable que lorsque la dette bancaire a été remboursée, bien sûr. Pour le développement de la société, elle est très intéressante parce que c'est très souvent du patient money, c'est avec une durée de moyen terme, ça peut être structuré avec des taux d'intérêt très bas, avec un upside qui est lié à la performance de l'entreprise. Et finalement, pour les investisseurs en mezzanine, elle offre un risque intermédiaire entre la dette. Et surtout, des instruments mezzanine, ce sont des self-liquidating instruments. Donc vous avez beaucoup moins de problèmes lorsque vous êtes au moment de la sortie. Donc une observation de ma part, la mezzanine n'est pas assez développée et c'est la mezzanine qui serait vraiment une bonne réponse aux besoins des PME. Il vous faut enlever les contraintes des 30%, il faut que la Tunisie soit capable ou soit permis, si vous voulez, de lever des fonds mezzanine exclusivement. Deuxième remarque, et dernière, je m'arrête après, l'étude de benchmark était très intéressante. Nord de la Méditerranée et le sud. Excusez mon français, s'il vous plaît. Mais à mon avis, si vous me permettez la parole franche, vous avez oublié un pays très important. À mon avis, vous avez oublié de regarder de près ce qu'a fait un pays voisin qui a pu monter une industrie de venture capital 5 étoiles, et de regarder quelle est la réglementation qui a été mise en place. Vous savez très bien qu'en Israël, avec leur programme de Yozma, le secteur public a joué un rôle très différent. On a eu un départ de ce paradigme pari passu des souscripteurs. Ils ont créé 2 classes d'investisseurs où le public et l'État a plafonné la rentabilité, a dit voilà, si vous pouvez montrer que vous pouvez levier le secteur privé, d'autant plus l'État, les bailleurs de fonds comme nous devraient se contenter avec une rentabilité moins élevée. Et donc je trouve qu'il y a des leçons sur tout ce qui est réglementation qu'on peut apprendre de leur expérience. Voilà 2 observations et encore une fois, أنا بشكركم شكرا جزيلا لهذه الدعوة وإن شاء الله مرة جاية هكلمكم برشا بالتونسية. أشكرك على هذه الإضافة ولفت النظر برضه للجانب الدراسي. يمكن احنا في المنطقة ساعات عندنا حساسية من موضوع إسرائيل، لكن لا مانع احنا دايما بنقول إن احنا نتعلم من أي حد.